J'ai mis des années à enregistrer cette vidéo. J'avais fait un premier essai et j'avais mis de côté. Et il s'avère que dès qu'il fait beau en Écosse, je suis dehors pour profiter un maximum de la nature, etc. Et c'est pour ça que je me suis pas trop penchée sur ces projets ces derniers temps. Mais il s'avère que le temps est coup-ci coup-ça ce week-end et que j'ai eu une tentative de cambriolage aussi. Le temps que ma porte soit réparée ou remplacée, je vais traîner chez moi pour être sûre que les mecs reviennent pas. Voilà, donc je tire parti de tout ça pour me concentrer sur ces projets de création-là. Donc le but, c'est de parler des 4 premiers chapitres de Nos puissantes amitiés. Faire un résumé de lecture ou un résumé de livre, c'est toujours un exercice très intéressant à faire et pas facile. Et je pense que la vraie valeur ajoutée, quand quelqu'un fait un résumé de sa lecture ou un résumé de livre, c'est retransmettre des informations à travers un prisme assez personnel qui peut donner un éclairage différent sur l'ouvrage auquel un autre lecteur ou une autre lectrice n'aurait pas forcément pensé. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que faire dissidence, c'est quelque chose qui me motive beaucoup dans ma vie. Quand on dit faire dissidence, c'est souvent entendu de manière négative, mais en réalité, la définition de faire dissidence, c'est manifester un refus de se soumettre à une forme d'autorité dominante, questionner tout ce qu'on peut nous présenter comme un fait acquis. Et ce qui est hyper intéressant dans le terme de dissidence aussi, c'est que quand quelqu'un est dissident ou dissidente, il ou elle perd la légitimité de faire partie d'une majorité. L'illégitimité des relations amicales, c'est vraiment quelque chose qui revient dans l'analyse d'Alice Rebaud, à quel point les amitiés, souvent, sont considérées comme des relations de seconde classe ou non légitimes par rapport à des relations dites sérieuses. Donc les relations romantiques à travers laquelle la société te dit, et c'est le seul type de relation à travers laquelle tu peux faire ça, construire des projets de vie sérieux, et toute autre relation à l'extérieur de cette relation monogame romantique, souvent hétérosexuelle, n'est pas légitime. Et il y a cette hiérarchie que je trouve très intéressante d'adresser. Ce qui m'a frappée à la lecture de ce livre, c'est la dimension très dangereuse presque des amitiés. Dangereuse dans le sens où en fait le lien humain et l'échange, la communication, l'association humaine peut vraiment être vecteur de force de changement. Nous les êtres humains sommes des animaux hyper sociaux. Et je pense qu'à travers les âges, les êtres humains ont fait famille de manière extrêmement diverses et variées. Dans son premier chapitre, Avis de recherche, en fait, elle s'attache à essayer de trouver des traces de formes d'amitié recensées dans l'histoire occidentale. En l'occurrence, elle s'est concentrée sur l'histoire occidentale, voire même européenne. Donc les grands points de ce chapitre, elle parle du fait que l'amitié est globalement, généralement, très peu documentée. Quand elle est documentée, ce sont souvent des amitiés masculines. Comme l'amitié telle qu'on pouvait l'envisager dans l'Antiquité grecque notamment. Alors, je sais bien que l'Antiquité gréco-romaine, c'est un pan très large de notre histoire. Elle ne va pas trop en détail dedans, mais le fait est que l'amitié était un lien social au sein de la cité qui permettait d'organiser justement la vie de la cité. De ce concept d'amitié-là étaient exclus les femmes et les esclaves. Donc on voit bien que c'est très viril, et c'est quelque chose à travers l'histoire qui s'est confirmé par la suite, c'est-à-dire que même si l'amitié a glissé vers d'autres formes peut-être moins politiques, il y a très peu de documentation historique sur les amitiés féminines. Souvent les amitiés féminines sont vues comme des relations pauvres qui, quand on commence à creuser, qu'on trouve des traces, on se rend compte que c'est tout à fait le contraire, bien sûr. Quand je vous parlais du fait que les amitiés peuvent être vues comme des relations dangereuses, et quand je dis dangereuses, c'est-à-dire que du coup ce sont des relations dans lesquelles on peut challenger
peut-être des formes d'autorité en s'organisant de manière extrêmement efficace. Il y a une anecdote que j'ai adorée dans ce chapitre, c'est que sous le Second Empire, le gouvernement avait essayé d'installer des lavoirs compartimentés pour empêcher des échanges féminins, puisqu'en fait c'était des lieux en dehors du foyer où les femmes se retrouvaient pour faire, en l'occurrence, une corvée ménagère, mais c'était aussi un moyen pour elles de discuter et d'exister en dehors justement de la sphère du foyer, d'échanger des idées, et à savoir que comme les femmes géraient, comme elles peuvent gérer toujours l'économie du foyer, elles sont parmi les premières à se rendre compte, par exemple, du coût de la vie, etc. Et en fait, ce sont les premières à s'organiser entre elles pour soit faire passer les informations, soit... Enfin, encore une fois, ce sont des espaces où les informations circulent, où la colère et l'organisation peuvent s'exprimer de manière inquiétante pour toute forme d'autorité. Et la preuve en est que, donc, ils avaient essayé d'installer des lavoirs compartimentés pour empêcher, justement, ces liens sociaux. Et je pense que ce qui est intéressant dans le chapitre aussi, c'est le fait qu'Alice Rebaud insiste sur le fait que les amitiés féminines ont souvent été découragées à travers plusieurs tactiques. Une des tactiques, justement, ça a été au 19e siècle, à partir de ce moment-là, de se concentrer sur l'amour romantique comme le symbole d'un succès personnel. Donc là, je parle vraiment de l'idée du mariage d'amour. L'idée du mariage d'amour, c'est assez moderne. Au 19e, il y a vraiment l'idéal du mariage d'amour qui est mis en avant, qui va vraiment aider à déclasser d'autant plus les amitiés dans la hiérarchie des relations souhaitables. Encore une fois, en Occident, en l'occurrence, en tout cas. Donc les amitiés et tout ce qui est à l'extérieur du foyer, c'est une distraction à l'accomplissement domestique des femmes. Et du coup, cette première tactique, c'est une des stratégies qui est mise en place. Une autre stratégie qui est mise en place pour décourager les amitiés féminines, c'est de parler du danger de penchants lesbiens qui peuvent se développer à partir de ces amitiés-là. C'est une historienne qui s'appelle Liliane Faderman qui est citée dans ce chapitre qui parle du fait que les amitiés féminines ont été pathologisées par des psychologues et des sexologues masculins. Et du coup, ce fameux penchant lesbien mènerait à la folie et au suicide. Donc à travers la peur, qui est un autre outil de contrôle, pour décourager les amitiés féminines. Un des points que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, et qu'Alice Rebaud aborde dans son chapitre 2 et son chapitre 3, la manière dont les expressions de genre, féminin-masculin en l'occurrence, et la manière dont surtout la société veut que nous performions ces genres, ces rôles genrés, qui nous met dans des cases, limite la manière dont on peut tisser des liens, notamment amicaux, authentiques et de qualité, et surtout qui n'épuisent pas les femmes. Dans le chapitre 2, elle souhaite analyser comment le poids des normes et les injonctions de genre freinent ou empêchent la formation d'amitié, que ce soit entre homme-homme, homme-femme ou femme-femme. C'est-à-dire qu'entre homme-homme, le boys club, le lien amical est encouragé, mais jamais en profondeur. C'est quelque chose qui ressort notamment dans des études sociologiques qu'elle cite dans ce chapitre. Jusqu'à un certain âge, les petits garçons développent des amitiés assez profondes, assez authentiques, etc. Et en fait, au fur et à mesure de la sociabilisation, notamment à l'école, et ce assez tôt, en fait, ils vont vouloir se détacher de toute forme de vulnérabilité au sein des relations qui est associée au féminin, et très rapidement, en fait, la sociabilisation masculine, c'est absolument, de manière urgente, se détacher de tout ce qui touche au féminin, puisque si tu es un homme considéré, vu comme féminin, tu es un homme inférieur. Les amitiés femmes-femmes sont souvent freinées à cause de la compétition qui est encouragée entre les femmes pour les faveurs masculines. Et de manière évidente, les amitiés femmes-hommes, pas besoin de vous faire un dessin, combien de fois on a pu lire des arguments disant que les amitiés entre les femmes et les hommes, ça n'existe pas, parce qu'il y a forcément d'autres intérêts derrière. Les rôles hyper genrés dans lesquels on se range, puisqu'on vit dans une société où tout est hyper genré.
Les gens viennent vers vous avec des scripts, ils ont déjà décidé du rôle que vous allez performer pour eux, parce que t'es une femme ou parce que t'es un homme, et du coup il y a des attentes en fait. Et c'est difficile d'exister en tant qu'être humain quand le regard des autres est constamment en train de nous schématiser en fait. Dans Pirater le modèle du couple, c'est là qu'Alice Rebaud s'attarde sur le partage de pas mal de personnes, sur leur expérience personnelle de l'amitié. Elle parle de Mathilde et Charlotte qui sont deux meilleures amies dont le but est de fonder une vie à deux sur une relation amicale platonique. En fait, elles trouvent dans leur amitié le soutien qu'elles n'ont jamais vraiment trouvé dans les relations romantiques. Et en fait, les femmes qui sont interrogées dans ce livre, dans cet essai-là, parlent du fait que dans les amitiés, elles trouvent une redistribution du care et des ressources beaucoup plus saines, sécurisantes, enrichissantes pour elles. Elles ne s'épuisent pas en fait. C'est vraiment un mot qui revient. Elles ne s'épuisent pas dans leurs amitiés comme elles peuvent s'épuiser dans les relations romantiques. Donc vraiment l'idée c'est de se sortir de l'injonction à la conjugalité romantique et de penser des projets de vie au sein d'amitié et non plus simplement centré autour du couple ou de la famille nucléaire, qui est encore une fois un concept qui est assez récent puisque a vraiment eu un boom dans les années plutôt 50. Elle envisage les amitiés aussi comme des structures de vigilance et c'est des espaces qui peuvent faire contre-pouvoir à l'amatonormativité, qui est vraiment quelque chose qui est valorisé de plein de manières. C'est valorisé moralement, c'est valorisé financièrement avec des avantages au niveau des cotisations. Elle parle par exemple de la cotisation pour les retraites, une pension de réversion, une retraite complémentaire. Au jour d'aujourd'hui, ça ne peut bénéficier qu'à un conjoint et non pas à un ami. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ce que ça dit, en fait. Pourquoi les amitiés sont si déclassées ? Et quand on commence à penser au fait que les injonctions auxquelles on est soumis servent toujours une forme d'agenda, je pense que recentrer les amitiés dans sa vie, c'est vraiment faire preuve de dissidence, c'est vraiment challenger et peut-être même fragiliser certaines structures sociales qui nous oppriment au jour d'aujourd'hui. Et des fois qui peuvent même faire du mal. Alice Rebaud parle du fait que les familles nucléaires, les familles dites traditionnelles, sont les lieux où sont perpétrées les plus de violences envers les femmes et les enfants. Et justement, faire contre-pouvoir avec les amitiés, que ce soit aussi des structures de vigilance, c'est un peu désenclaver, retirer du pouvoir à certaines personnes à qui ça bénéficie. Puisqu'on vit dans une société patriarcale, on veut surtout pas déconstruire trop, parce que ça saperait justement toute cette structure patriarcale, si on commence à s'attaquer à cette cellule-là de la famille, qui est vraiment la cellule de base de cette ramification patriarcale. Et si les amitiés arrivent à challenger ça, elles sont justement dangereuses et rendent les gens dissidents à travers une forme d'amour qui est très forte en fait. La dissidence à travers l'amour en fait, tout simplement. Démultiplier les tendresses, c'est quelque chose qui revient aussi dans ces chapitres. Je pense qu'il y a une anecdote dans le sous-chapitre Les gosses de l'amitié sur lequel je souhaite m'attarder, c'est les amitiés notamment féminines alliées à la maternité et au care, aux soins des enfants. Ça permet déjà de soulager les mères. Ça permet aussi de laisser la place aux enfants de s'épanouir en ayant plusieurs adultes référents dans leur vie. Ça permet, pour les personnes qui sont dans cette démarche, comme notamment des personnes interrogées dans ce chapitre, de vraiment conscientiser, à travers notamment la rédaction d'une charte, dans l'exemple, d'une charte. Quels sont les dispositifs à mettre en place pour désamorcer des conflits, par exemple, pour toujours mettre le bien-être de l'enfant au cœur de toute chose. En fait, ça permet de conscientiser et de formuler des démarches qui, en fait, sont prises pour acquises par ailleurs et que, par exemple, des couples hétérosexuels qui font famille ensemble ne se poseront jamais, parce que de toute façon il faut ce qu'il faut faire, et en fait ils n'ont pas du tout, par exemple, d'autres adultes qui seraient là pour aider à gérer un conflit, ce que deux parents qui témoignent
deux parents amis qui témoignent dans ce chapitre ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont mis une charte en place, et aussi ils ont affairé 2 amis pour être présents, pour les aider à résoudre des conflits par exemple, pour toujours avoir en tête le bien-être de l'enfant avant toute chose. Donc vraiment, les amitiés comme la possibilité de conscientiser vraiment des dynamiques relationnelles, des objectifs relationnels. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce chapitre, c'est la manière dont les personnes nullipares peuvent être mises en avant. Donc les personnes nullipares, ce sont des personnes comme moi qui n'ont pas d'enfants et ne souhaitent pas avoir d'enfants. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire acte de transmission autrement. Ce qui est hyper intéressant, encore une fois, vraiment, c'est que Alice Rebaud parle du fait que dans nos sociétés occidentales, on a tendance à envisager le lien aux enfants sur le mode de la possession, elle dit très exactement. Donc en fait, quand on a des adultes qui sont investis auprès d'enfants dans un rapport en dehors justement de ce mode de possession, donc en fait, je ne dis pas que les parents biologiques envisagent tous leurs enfants comme des possessions, mais je pense qu'il y a une tendance à le faire parce que on est sociabilisé en fait à l'envisager comme ça. En fait, il faut déconstruire quelque chose qu'on nous met dans la tête. Les alternatives proposées par des adultes qui sont investis auprès d'enfants qui ne sont pas les leurs, ça interroge sur ces différentes conceptions de la parentalité et du care auprès des enfants et essaye d'ouvrir des voies de réflexion pour s'en départir et vraiment envisager les enfants comme des individus en tant que tels et pas comme des individus que l'on possède. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà assez long. Je pense que je vais passer des heures à faire le montage de ce truc. Mais le fait est que j'ai hâte de vous parler des 4 prochains chapitres. Je vous ferai ça un petit peu plus tard, mais c'est un livre qui se lit très bien et que je vous encourage très sincèrement à lire si vous le souhaitez. Il me semble qu'il en existe une version bande dessinée que Alice Rebaud a réalisée avec Digli, je crois, la dessinatrice Digli, à destination des adolescents notamment, pour que ce soit un petit peu plus abordable pour eux, un peu plus engageant, on va dire. Donc si ça vous intéresse de le lire sous cette forme-là, il existe.